Je vous présente les de conférence de presse. Tout au bout de la table, Antoine Eberlé, le chef opérateur du film, Florence Stern, la productrice, Anaïs Monory, dont c'est le premier film et la première venue à Cannes. À ma gauche, Souleymane Démé, dont c'est aussi le premier film et bien évidemment la première venue à Cannes. Et au centre de la table, le réalisateur Mohamed Saleh Haroun, dont Riri est le 5e long métrage. Le précédent, Un homme qui crie, a récolté de nombreux prix internationaux, dont le prix du jury au Festival de Cannes. Bonjour, qu'est-ce que ça vous fait de revenir à Cannes avec ce film-là, précisément ? Écoutez, c'est toujours un honneur d'être ici à Cannes, parce que c'est quand même le plus grand festival au monde, et que quand on a rêvé de faire du cinéma, quand il fut une époque où on n'arrivait pas à avoir des places pour voir les films dans la salle Lumière, qu'on était à 15 mètres de hauteur du sol et qu'on avait envie de vomir tellement on se sentait loin de la terre, eh bien, on rêvait d'une chose, c'est quand même d'être là, quoi. C'est-à-dire, donc voilà, et on travaille pour ça, et on se dit que voilà, il faut toujours continuer dans cette exigence-là. Donc c'est un honneur que d'être reconnu pour un travail fait dans un pays qui n'a pas l'habitude de produire des films. Voilà. Concernant Riri, est-ce que vous aviez écrit un scénario que vous avez adapté après avoir rencontré Souleymane Démé, ou est-ce au contraire la rencontre avec Souleymane qui vous a donné l'idée et l'envie de ce scénario ? Non, j'avais un scénario. En fait, au départ, je voulais raconter l'histoire de ces trafiquants d'essence, ces espèces de desperados comme ça qui vont au Cameroun, prennent de l'essence, se laissent porter en fait par le courant du fleuve et puis remontent dans les égouts comme ça jusqu'à arriver au centre de la ville. Ce sont des jeunes que je connais, que j'ai côtoyés dans mon quartier, qui a été démoli depuis quelques années, donc il n'existe plus. Et donc j'ai eu ce scénario-là, mais ça faisait trop film noir, polar, et je voulais pas faire un film de genre, en fait. Et un beau jour, en 2011, pendant le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, j'étais à un spectacle de danse et j'ai vu apparaître Souleymane Démé parmi des danseurs ayant leurs 2 jambes normales, ce bonhomme qui en fait tenait sa jambe en dansant, et j'avais eu l'impression, le sentiment qu'il braquait un fusil en fait sur le public. Il avait en plus les cheveux teints en blond, et quasiment pour moi c'était une apparition, et je me suis dit voilà le personnage, voilà quelque chose qui pourrait apporter une originalité dans ce que j'ai voulu raconter. Je l'ai rencontré et c'est vrai que tout de suite ça a été une clé, une porte qui s'est ouverte et qui m'a permis de cheminer très facilement dans l'écriture de la version suivante. Voilà. Souleymane, quelle a été votre réaction quand Haroun vous a parlé du film ? Bon, quand il m'a parlé, j'étais content parce que moi-même j'ai envie de faire film. Quand il m'a proposé, j'étais content. Oui. Vous dansez depuis depuis quel âge ? Je dansais depuis 9 ans, mais en ce moment j'étais petit. Je suis arrivé jusqu'à 15 ans, comme ça, j'ai continué à danser. Bon, c'est la danse là même que je l'aime. Qu'est-ce que vous aimez dans la danse ? Qu'est-ce qui fait que c'est votre plaisir et votre moyen d'expression ? Bon, je l'aimais la danse parce que un jour je vais devenir un grand star. Voilà, vous êtes à Cannes. Voilà, et puis Dieu m'a fait tomber sur Haroun. Bon, il m'a proposé aujourd'hui, j'ai dit ça va.
Vous êtes content d'être ici? Trop content même, je suis content. Il est très content d'être ici, je pense, parce que c'est vraiment un personnage et je suis content qu'à un moment donné, le Souleymane Démé rencontre en fait la vie du personnage Gris-Gris parce que c'est quelqu'un qui se bat. Il a perdu l'usage de sa jambe parce qu'un infirmier incompétent, et il y en a encore aujourd'hui parce qu'il y a 5 ans, c'est ma mère qui a été piqué dans le nerf sciatique. Donc il avait été piqué au nerf sciatique, il a perdu l'usage de sa jambe, il s'est retrouvé assis, abandonné. À un moment, il voyait ses copains, ses camarades jouer. Et bien, il s'est levé, il a attrapé le tronc d'un arbre, il a attrapé une branche, il a marché, il a bousillé sa jambe, il est tombé, il s'est relevé jusqu'à ce qu'il marche, au prix de perdre complètement cette jambe. Et voilà, c'est aussi un peu ce que fait Gris-Gris, c'est tous ces gens, ces marginaux, ces laissés pour compte, ces gens qui vivent la nuit parce qu'ils peuvent transgresser, parce qu'ils peuvent être dans l'illégalité et qui se battent, qui rêvent, qui ont des envies de faire des choses. Et voilà, moi je suis assez touché par cela. Et ce que je voudrais quand même dire ici, il est très content parce que sans doute il va de l'avant, parce que pour venir ici, il a vécu quand même une expérience que moi, je ne peux pas garder sous silence, parce qu'il était arrivé avec un visa donc normal, donné par l'ambassade de France, un visa Schengen, et à Bruxelles, capitale donc de l'Union européenne, les policiers l'ont arrêté parce que c'est une gueule bizarre. Il avait un visa légal, et on l'a gardé pendant 5 heures ou 6 heures. Il a fallu que le festival intervienne, il a fallu qu'on appelle 10 000 personnes pour qu'on le laisse entrer. Et je trouve que quand on se veut un continent de liberté, il est scandaleux qu'on expulse non seulement les sans-papiers, mais qu'on expulse des gens qui viennent en fait avec des papiers en règle. Voilà. Mais il l'a oublié tout ça. Il l'a oublié et il est très content d'être ici. Et de la même manière, pour le personnage de Mimi, à quel point votre rencontre avec Anaïs a modifié le personnage que vous aviez imaginé, si c'est le cas? Oui, en fait, au départ, je voulais, moi, une comédienne tout simplement tchadienne ou africaine. Et pendant le casting, Anaïs Monory s'est présentée. Je ne pensais pas avoir une métisse aux cheveux longs comme ça. Et elle avait quelque chose sur la vingtaine de comédiennes que j'ai pu voir. En fait, c'était la seule qui a joué la même scène. En fait, on a proposé la même scène. Et c'était la seule qui avait une originalité d'interprétation telle que je me suis dit, c'est avec elle qu'il fallait faire ça. Du coup, j'ai modifié le scénario pour en faire une métisse, pour en faire une fille dont le père est français. Il y en a au Tchad, parce qu'il y a une base militaire française là-bas et que les militaires ont tendance à laisser des gamins des fois. Donc elle n'a pas connu son père et sa mère est tchadienne. Voilà. Et je suis très content parce que cette fiction-là marche. Et quand j'ai présenté samedi dernier le film au Tchad, les gens la cherchaient et ils me demandaient mais elle est où? Parce qu'ils pensaient qu'elle était vraiment métisse franco-tchadienne. Donc et après, je leur ai expliqué que c'était aussi une fiction, comme tout ce qui était dans le film. Voilà. Mais du coup, ça a donné naissance à cette très belle scène où elle enlève sa perruque, à la fois, scène à laquelle on s'attend absolument pas. Donc, en tant que spectateur, on est très surpris. Oui. Anaïs, qu'est-ce qui vous touche dans le personnage de Mimi? Tout ce qu'elle est, parce que déjà, elle est très jeune et que déjà, elle est touchante parce que je me dis, il y a tellement de filles comme ça, et pas qu'en Afrique. Je ne saurais pas vraiment vous dire, mais franchement, c'était difficile à incarner parce que, évidemment, quand on m'a dit que j'allais jouer une prostituée, c'est pas évident, surtout pour un premier rôle. Mais elle est attachante. Et je pense qu'il n'y a pas que ça. Elle n'est pas qu'une prostituée. Et c'est pour ça que c'est un personnage qu'on a envie d'aimer, je pense. Et le fait pour vous de vivre en France et
de devoir incarner une Tchadienne qui vit au jour le jour au Tchad. Est-ce que c'était un défi d'actrice supplémentaire? Oui, alors ça, c'était pas évident non plus, parce que je me suis rendu compte que j'avais quand même des mimiques assez françaises, un accent un peu toulousain sur certains mots. Et je me suis inspirée, en fait, tout simplement de certaines personnes qui travaillaient sur le tournage, qui étaient des femmes locales. Et voilà, j'ai essayé d'être un peu comme elles, de regarder leur façon d'être, leur façon de faire, leur façon de parler. Elles ont un côté très nonchalant et voilà, j'ai essayé de m'inspirer un peu d'elles pour jouer le rôle. Et le fait d'être confronté, j'imagine, à des acteurs non professionnels, puisque j'imagine que dans le film, il y a aussi il y a beaucoup de personnages qui ont été engagés sur place et qui ne sont pas forcément acteurs. Ça, c'était facile, justement? Ça vous aidait dans la composition du personnage? Oui, enfin, en tout cas, ce qui était bien, c'est qu'on était tous logés à la même ancienne. On a tous appris en même temps. Que ce soit Solo ou moi, on ne savait pas du tout comment arriver à faire ce qu'on nous demandait. Mais évidemment, il y avait Haroun qui était là pour nous aider. Et je pense que c'est beaucoup de discussions. Et c'est grâce à ça qu'on a réussi à interpréter nos rôles. Haroun, qu'est-ce qui était le plus difficile pour vous à accomplir dans ce film? Le plus difficile, c'est peut-être Antoine qui va en parler le mieux. C'est vraiment, je voulais rendre compte de cette ville de N'Djamena la nuit, parce que c'est une ville avec peu d'éclairage public. Et je voulais vraiment qu'on arrive à rendre cela avec des silhouettes fantomatiques comme ça dans la nuit noire. Et ça a été un travail énorme en fait, et épuisant. Et d'ailleurs, je salue toute l'équipe, les gens qui sont là, parce que un tournage au Tchad, c'est pas facile. Et ils ont tous été extraordinaires. Et moi, ce qui m'a porté sur ce tournage-là, c'est quand même la cohésion de l'équipe. Depuis que je tourne, j'ai jamais eu une aussi belle équipe. Et d'ailleurs, s'il y en a qui sont là, c'est parce que je crois qu'ils m'ont accompagné avec beaucoup de cœur. Et Antoine a su rendre compte de cette réalité de la nuit à N'Djamena. Mais je pense qu'il en parlera beaucoup mieux que moi. Voilà. Merci Haroun. Oui, parce que le film est à la fois très réaliste et très stylisé, donc il y a un travail magnifique sur la lumière. Merci. Ben, oui, il fallait pas être dans une représentation trop réaliste non plus. Voilà, c'est quand même une fiction, ça doit passer à travers un filtre qui nous fasse un petit peu décoller de la réalité. Effectivement, oui. Quand on arrive à N'Djamena, je connaissais certaines villes d'Afrique noire, mais là, c'était assez spectaculaire. Pendant les repérages, effectivement, on se disait, tiens, ah oui, il y a du monde. Dès qu'on découvre les gens dans les phares des voitures, on se rend compte qu'il y a du monde dans la rue, mais sinon, on discerne très peu les gens. Ce sont des silhouettes fantomatiques. En fait, ça a été... oui, c'était pas... Enfin, Haroun est très élogieux, mais c'était... Ce qui a été difficile, c'était de choisir les bons outils, parce qu'il n'y avait pas comme il n'y a pas d'industrie, il a fallu faire venir tout le matériel et on ne pouvait pas du tout se permettre de faire venir des camions. Donc c'était quelques sources très efficaces et des petites choses, plus un petit groupe électrogène, mais tout ça devait venir en avion. Et puis... effectivement, on a travaillé à essayer de respecter ces ambiances lumineuses tout en les stylisant un petit peu. Et le danger pour moi, c'était de me dire... j'aurais aimé peut-être aller plus loin, finalement, quand j'ai vu les essais de projection hier. Mais il faut aussi qu'on puisse reconnaître les personnages. Surtout que les Européens, des fois, ont du mal à reconnaître les gens, les Africains. Ils ont besoin de bien les identifier quand même avant de reconnaître. Donc j'avais aussi cette crainte de ne pas aller trop loin. Et non, ce qui était très chouette comme expérience pour moi, ça a été la rencontre avec les gens de mon équipe, quoi. Voilà.
Et est-ce que vous vous souvenez la première fois où Haroun vous a parlé du film et de la lumière qu'il voulait? On n'a pas parlé. Je pense que Haroun connaissait mon travail. Moi, je connaissais ses 2 précédents films. C'était assez proche de ma sensibilité. Je pense qu'il l'a compris quand on s'est rencontrés. On n'a pas parlé beaucoup en amont. C'est quand on s'est retrouvés sur place sur les premiers repérages où voilà, on s'est dit assez peu de choses, mais on a vu les lieux, on a traversé la ville en voiture, et puis ensuite quand on a eu choisi les décors principaux, on a mis en place les axes en fait sur l'action, les axes principaux. On n'a pas fait un découpage très établi à l'avance parce que je pense qu'Haroun travaille d'abord avec les comédiens, une mise en place de l'action dans l'espace, et puis ensuite, de proche en proche, on a construit le découpage. Voilà. Et donc les choses se sont fait vraiment, je pense, assez intuitivement sur des remarques, voilà, sur les gens, regardant le pays, mais pas une conception très intellectuelle de ce que ça doit être, juste de parler du ressenti, de ce qu'on aimerait sentir à l'image. Voilà. Ok, merci. Il y a une question là-bas, quelqu'un qui n'est pas timide. Bonjour, question pour Monsieur Suleiman. Je voudrais que vous me dites quelque chose sur comment vous avez commencé à danser et c'est quelqu'un à vous supporter ces choses-là, et si votre parent ils vont encourager, et si vous avez eu un maître qui va enseigner. Non. Quand j'ai commencé à danser, en ce moment, ma mère était décédée. Et donc, j'ai commencé à danser seul. Et puis, j'ai voyagé seul. Et puis, la danse, là même, j'ai commencé à apprendre moi seul. Il n'y a pas quelqu'un qui me montre, fais comme ça, fais ça. Non. J'ai appris seul. Et puis, c'est tout. Vous avez regardé par exemple des images de danseurs à la télévision, tout ça? Oui. Je regarde ça, mais... Oui, Michael Jackson. C'est ça même que mon soeur Michael Jackson. Oui. Et les chorégraphies, enfin les scènes de danse qui sont dans le film, est-ce que c'était des danses que faisait Suleiman, ou est-ce que vous les avez chorégraphiées exprès? Il y a celle qui est très étonnante, justement, vous parliez tout à l'heure de il tient sa jambe comme un fusil, et elle est dans le film, elle est très très forte. Ça a été rechorégraphié pour le film, ou c'est venu de la part de Suleiman tout seul? Non, il a été maître de ces chorégraphies. Il a travaillé pendant longtemps comme ça, à un moment d'abord avec la chorégraphe Irène Tassimbedo. Après, il a travaillé tout seul. Et à chaque fois, en fait, ce que je lui demandais, c'est vraiment d'exprimer une émotion dans sa danse. Et il arrivait à... En réalité, comme vous le voyez, il ne parle pas beaucoup. Donc dans le film, son personnage ne parle pas beaucoup. Il exprime les choses par la danse, par son corps. Et moi, ce qui me touche, c'est ce rêve qu'il fait quand il est sur le toit la nuit. On a l'impression que c'est de l'art martial, en fait. Il est complètement... Il y a des fantômes qui le poursuivent et tout. Et ça, c'était une surprise pour moi et pour tout le monde. Je lui ai juste demandé, voilà ce que tu devrais me faire. Je demande que... Et il est monté et il a fait ça. Donc voilà. Madame? Je vais poser ma question en anglais et également en français. Je voudrais demander à Suleiman d'aimer la question suivante. J'aime beaucoup la façon dont vous dansez, mais vers la fin du film, est-ce que le personnage va continuer de danser? La danse, c'est toute sa vie.
C'est très artistique, c'est magnifique à voir. Mais si vous arrêtez de danser, qu'est-ce qui va se passer après le film? C'est une question un peu enfantine, mais je souhaite la poser quand même. Gris-gris, là, au village, qu'est-ce qu'il fait après S'il arrête de danser. Est-ce qu'il arrête de danser ou elle va? Gris-gris, hein, pas de Oui. Non, il n'a pas arrêté de danser, il va continuer de danser. Oui. Il va continuer parce qu'il apprend déjà aux enfants du village, en fait. Donc, il y a déjà une espèce de transmission de son art. Et dès qu'on transmet, en fait, on est dans l'éternité, en fait. Il n'y a pas de mort possible. Monsieur? Ah non, pardon. Allez-y, madame. Bonjour, Falila Badamassi. Ma question s'adresse à Souleymane Dem. Démé. Vous êtes bien la seule à prononcer Dem. Démé. Et pourtant, j'avais bien mis les accents. Ma question s'adresse à vous. En fait, Mahamat Saleh Haroun vous a fait de vous un héros éternel, en fait, parce qu'il vous a mis sur un film. En Afrique, ce n'est pas facile d'être un handicapé et surtout de faire ce que vous faites. Mais votre vie est héroïque au cinéma, mais elle est héroïque aussi au quotidien. Comment justement on arrive à faire face à ce regard des autres, à son handicap et à vivre de sa passion? Parce qu'il vous a découvert au FESPACO, vous dansiez déjà, il a été attiré par vous. Comment tous les jours, comment vous vivez cette vie où finalement vous êtes libéré de tout, en fait? C'est comment au quotidien, dans la vraie vie de Souleymane Démé, comment ça se passe? Et est-ce que, justement, même avant le film, parce que le film ne fait que, je ne sais pas, confirmer quelque chose, est-ce que vous vous sentiez déjà comme, pas un modèle, mais quelqu'un qui peut déjà encourager les gens autour de lui parce que il a déjà tout surmonté? Ah oui, mais... Il a beaucoup parlé. Hein. Il faut essayer de... Moi, dans ma tête, je ne suis pas handicapé. Oui, parce que ce que moi-même je fais, je veux tous les handicapés, si on peut faire ensemble, ça sera de bon. Sinon, moi, dans ma tête, je ne suis pas handicapé. Oui. Monsieur? Oui, bonjour, Laurent Baumel, France Télévisions. Très heureux d'être là, très heureux aussi pour l'équipe. J'ai vu un très beau film, très touchant, beaucoup de cœur. Et je trouve que Cannes va bien à Mahamat Saleh Haroun. On l'a vu ici en tant que membre du jury, maintenant de nouveau en tant que compétiteur. Une question au réalisateur. Donc, je connais son parcours aussi de journaliste. Est-ce que justement ce parcours journalistique l'aide pour réaliser de tels films? On a dit tout à l'heure que c'était d'abord une fiction, et c'est bien une fiction, mais que l'on a aussi, on découvre un monde, on découvre un pays, on découvre des traditions, et c'est très bien vu. Et puis voilà, est-ce que ce parcours de journaliste vous aide aujourd'hui dans le cadre de ce nouveau métier, votre métier, de votre passion? Oui, sans doute. En fait, j'ai eu la chance juste de faire d'abord du cinéma et de faire du journalisme. Mais je pense que, en fait, je l'ai souvent dit, c'est que si les jeunes qui voulaient faire du cinéma pouvaient passer par le journalisme, ça aiderait beaucoup, en fait. Pourquoi? Parce que, tout simplement, en fait, on y apprend le sens de l'essentiel. C'est-à-dire que, grosso modo, on peut écrire des textes, en fait, en se limitant uniquement aux faits. On peut commenter, en fait, et on apprend à structurer. Enfin, ce qu'on apprend, c'est le message essentiel. On peut tout simplement dire un homme né, machin, est mort à 18h. Enfin, il y a une sorte de distance comme ça par rapport à ce qu'on peut relater qui est assez importante. Et on arrive aussi dans les articles, en fait, on apprend à structurer les choses. Moi, j'ai eu la chance d'être secrétaire de rédaction. Je recevais les articles, je les corrigeais, et c'est là que tout se passe, en fait. Un article où on apprend des tas de choses, on se dit, mais il devrait commencer par la fin. On coupe la fin, on met ça, et en fait, on fait du travail de montage. Et le cinéma, il y a quelque chose comme ça. Et ce que j'aime par-dessus tout, parce que j'ai fait de la radio, vous avez un temps imparti et il faut dire l'essentiel.
En 1 minute. Et je pense que cette espèce de cadre dans lequel il faut se tenir, moi, j'adore ça. Je trouve que, voilà, en fait, après, on devient presque bressonien, mais je trouve que c'est formidable. C'est une école. Si tout le monde pouvait faire du journalisme pour les jeunes cinéastes, je crois que ça les aiderait. Pour ceux qui vont aimer ce métier, hein, parce qu'il y en a qui n'aimeront peut-être pas. Donc, ça m'a beaucoup aidé, moi, personnellement. Monsieur. Bonjour. Je voulais vous féliciter pour votre film qui est vraiment magnifique. Merci. Mais je voulais essayer de comprendre, peut-être que vous allez pouvoir m'apporter un élément de réponse, peut-être aussi Florence Stern, sur le fait qu'il y ait si peu de cinéastes africains, de films africains à Cannes. Au cours des dernières années, bon, vous êtes venu 2-3 fois, vous avez cette chance, mais il n'y en a pas d'autres. Donc il y en a eu les années avant, mais enfin, vous vous sentez pas un peu seul? Et est-ce que vous avez une explication pourquoi le cinéma africain n'arrive pas à arriver jusqu'au Festival de Cannes? C'est vraiment compliqué, en fait. C'est très, très compliqué parce que je ne voudrais pas apparaître un peu phare, parce qu'il y a un peu de fatuité là-dedans si je devais dire que je suis là parce que les autres... Moi, en tout cas, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je fais tout. J'estime que ces festivals-là sont importants parce que nos films sont déjà invisibles. Il n'y a pas de circuit de distribution, il n'y a pas de visibilité dans notre propre continent. Donc, il revient à chaque cinéaste africain digne de ce nom de donner une visibilité à l'Afrique en étant dans un grand rendez-vous cinématographique. Ça me semble d'une éthique, mais incontournable. On ne peut pas, puisqu'il n'y a pas de salle dans plusieurs pays. Vous faites les films, ils ne sont pas visibles. Si vous ne venez pas au grand rendez-vous pour parler de votre pays, vous enterrez, je vais dire, ce travail-là. Et moi, j'estime que je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas rajouter de l'invisibilité à l'invisibilité déjà existante. Voilà. Et peut-être que tout le monde n'est pas au même diapason. Voilà. Madame. Oui, Sophie Lobby de l'AFP. C'est une question toujours sur le même sujet. Donc, vous venez de parler de l'invisibilité des films en salle, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de financement des films africains et d'industrialisation du cinéma africain qui explique aussi qu'il y ait aussi peu de cinéastes qu'on voit dans les festivals internationaux comme celui-ci? Écoutez, je parle devant quelques spécialiste. Il y a Olivier Barlet qui connaît bien, qui est auteur de plusieurs ouvrages sur le cinéma africain, qui est juste derrière vous. Non, parce que vous savez, on a dit à un moment donné qu'avec le numérique, on pouvait produire pas mal parce que ça coûtait pas cher, tout ça. Moi, j'ai toujours pensé que quand on n'avait rien à dire, qu'on soit en 35 ou en numérique, on peut rien. Il n'y a rien à. Donc, on a le numérique depuis un certain nombre d'années. Ça n'a pas donné une explosion, hein. En tout cas sur la visibilité dans ces grands festivals-là. Je constate aussi que le numérique n'a pas permis en fait l'invention d'une économie bien africaine. Et je prends pour exemple Alain Cavalier, ce qu'il est capable de faire avec une petite caméra et parler au monde en tournant dans son appartement. La fille de Nulle part, de Brissot, pareil, dans son appartement, comment on invente. Et je pense que cette invention d'une économie, grâce en fait à l'outil numérique, n'a pas été faite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en permanence en fait invoquer l'absence de financement, parce qu'à un moment, il arrive aussi en fait que peut-être que les cinéastes peuvent avoir aussi une part de responsabilité. Moi, je constate qu'on a fait le film, on était à Cannes, et à partir de ce moment-là, ce film-là a reçu le financement, enfin un financement de la part du gouvernement tchadien, parce qu'il commence à se dire qu'en fait, ces saltimbanques, ils font du boulot, il faut les accompagner. Et aujourd'hui, j'ai le ministre de la Culture, j'ai l'ambassadeur du Tchad auprès de l'UNESCO qui sera là.
voilà, et à un moment donné, je me dis, il faut le coup de tête, il faut aussi pouvoir le donner soi-même avant de dire qu'il faut qu'en permanence, quelqu'un puisse nous donner un coup de pouce, quoi. Voilà. Enfin, je vais peut-être me faire quelques ennemis. Florence Stern, puisqu'on parle de financement et de production, c'est facile de produire Mohamed Saleh Haroun? Bon, j'avais déjà produit Un homme qui crie. Oui. Donc c'est vrai que je partais pas de nulle part. Donc Grégory, déjà on avait un scénario très très bon qui plaisait beaucoup. On a eu beaucoup de retours positifs sur le scénario. Donc c'est vrai que le film étant majoritairement de langue française, on s'est adressé auprès de guichets français. Mais bon, après, il aurait été... voilà, selon les langues, il y a des guichets différents qui peuvent se présenter. Donc là, nous, c'est sûr qu'on continuait dans la veine de la même façon qu'on avait financé le film Un homme qui crie. Donc on a eu très vite Canal+, on avait présenté à l'avance sur recette, voilà. Donc on a démarré assez rapidement le financement du film. Et c'est vrai que comme on avait aussi pour une raison de saisonnalité au Tchad, on voulait tourner à l'automne. Et puis parce qu'on avait en tête de se dire, et c'est ce qu'on vendait un petit peu à nos partenaires, c'est qu'on aimerait bien être prêt pour Cannes. Donc voilà, on n'avait pas le choix, on devait tourner à une certaine date. Et en raison de cette date, on n'a pas pu attendre de monter une coproduction belge, ce qu'on avait eu sur Un homme qui crie. Mais là, bon, comme disait Haroun, à force de revenir à la charge auprès du gouvernement, on a eu au départ une promesse d'engagement. Après, elle s'est concrétisée. Et puis, on a eu un guichet de l'Union européenne, le programme ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, qui nous avait déjà soutenu sur Un homme qui crie, qui nous a à nouveau soutenu là. Et c'est un guichet important, je pense que c'est bien de le mentionner, parce que même là, on a eu des reproches. Oui, c'est un film français, mais non, c'est un film d'un réalisateur déjà africain, pas d'un Français qui tourne en Afrique. C'est une réalité en termes puisque le but de ce guichet de l'Union européenne, c'est d'essayer de créer une industrie sur place. Donc c'est peut-être aussi un peu un leurre en se disant, en aidant ponctuellement un film, d'arriver à créer une industrie. Mais sur le film, on fait venir des techniciens burkinabés et on a formé des jeunes tchadiens à certains métiers. Enfin, Antoine est très bien placé pour en parler parce que ça n'a pas été simple, mais il y avait vraiment une bonne volonté de former et puis des gens qui avaient envie d'apprendre aussi. Mais c'est sûr que quand il y a un film une fois tous les 3 ans, c'est Haroun, le précédent film tourné au Tchad, je crois que c'était celui d'Haroun, Un homme qui crie, il y a 3 ans. Donc d'arriver à former des gens, c'est sûr qu'ils ont besoin de faire d'autres métiers entre-temps, que celui qui est électro sur le tournage, entre-temps il est menuisier. Enfin voilà, c'est une réalité comme ça pas évidente. Et voilà, donc tout ça pour dire que c'est bien un film africain avec un financement du Tchad, de l'Union européenne qui cherche à développer justement, à essayer de créer des industries sur place. Mais bon, on peut créer quand en effet il y a aussi un système de diffusion, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une industrie, qui ait aussi une remontée de recettes, que les choses se génèrent, que ce soit quelque chose, un cercle vertueux qui se mettent en place et voilà, et tout ça c'est pas simple, donc même s'il y a des bonnes volontés, voilà, mais c'est vrai que le film, il y a quand même une bonne part de financement français sur ce film. Mademoiselle. Hello. I'm a journalist from... Bonjour, journaliste de Turquie. Je suis une journaliste de Turquie pour un site web. Tout d'abord, félicitations pour votre film fabuleux que j'ai adoré. Je voudrais poser une question au réalisateur sur la fin du film. Pour dire la vérité, j'ai été un peu choqué par la fin du film. J'aurais aimé que le film continue. J'ai été un peu choqué par la fin du film. J'aurais souhaité que le film continue. Avez-vous envisagé d'autres fins pour ce film et pourquoi avez-vous présenté cette fin-là? Oui, c'est pour faire Gris-Gris 2 en fait que j'ai fini comme ça. Non, c'est terrible depuis que, je sais pas, Hollywood a inventé les déclinaisons des histoires comme ça en 1, 2. On ne peut jamais finir les histoires comme on le voudrait. Mais non, je pense que de toute façon, dans l'espace dans ce récit-là, ce n'est pas la fin. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter le récit. Mais sinon, Moussa est toujours vivant. Il a envoyé donc son homme de main. Son homme de main a disparu. Il va arriver. Je pouvais continuer, en effet, en disant qu'il y a la naissance et puis il y a Moussa qui arrive.
Mais bon, à un moment, je pense qu'il faut... je ne voulais pas, parce que ça aurait fait un autre film. Et donc, voilà. Mais les films, des fois, sont faits aussi pour choquer, vous savez. Donc, voilà. Je ne sais pas quoi vous répondre de plus, en fait. Voilà. Avant cette fin... Riri et Mimi trouvent refuge dans une communauté exclusivement composée de femmes. On a presque l'impression que c'est une sorte de communauté utopique pour vous. Absolument, oui. Oui, je voulais un peu cette communauté utopique, un peu comme si elles étaient toutes des anciennes prostituées, en fait, parce que... Fifi lui dit la ville me manque, mais maintenant je peux dormir la nuit, en fait, un peu comme si c'était le lieu de repos. Et donc toutes ces femmes là, on dirait que c'est des anciennes prostituées, donc on comprend qu'elles en veulent, enfin qu'elles en veuillent aux hommes, en fait, et que ce bonhomme, quand il entre dans cette communauté, en fait, le seul homme accepté, c'est celui qui aime les enfants et qui s'en occupe, en fait. Et qui est rejeté par ailleurs. Donc Voilà, et qui sait réparer les radios et qui n'est pas comme leur homme. Donc, en cela, le film n'est pas un retour aux sources. Le film n'est pas une apologie, en fait, de la vie villageoise. C'est presque, en fait, un espace révolutionnaire. C'est une communauté utopique qui pense que, en fait, les hommes ne devraient pas avoir autant de bedaines, et qu'un type qui s'occupe des hommes, enfin des enfants, et qui leur apprend des choses, c'est ça qu'il faut. Donc elles sont dans une modernité, mais il y en a qui voient que le village en pensant que c'est pas la vie au village, c'est la vision que ces femmes-là ont de cet espace-là qui me semble être important. Puis il y a un propos délibérément féministe même. Absolument, oui. Ça fait longtemps que je suis entouré quand même de pas mal de femmes, et j'ai regardé un peu mes films et je me suis dit, j'oublie quand même toutes mes tantes, mes mères, mes sœurs et tout, et je me suis dit qu'il fallait trouver quelque chose, et elles sont généreuses, en fait. C'est ça, elles sont généreuses aussi parce qu'elles sont cuisinières, quoi, et que quand on cuisine, on est par essence généreux, et c'est ça qu'elles font. Voilà. Juste pour finir cette conférence de presse, j'aimerais demander à Anaïs et à Souleymane s'ils devaient garder un seul moment de toute cette aventure, ce serait lequel? Anaïs. C'est difficile de trouver qu'un seul moment quand même, parce que c'est... Oh, vous pouvez en deux ou trois. Non, il y en a eu plusieurs, mais c'est vrai que la fin au village, c'était quand même un truc extraordinaire, quoi. C'est déjà ce village... Je me doutais même pas qu'il y avait des femmes qui vivaient comme ça dans un petit village, dans des petites cases. On est juste coupé du monde, quoi. Et c'était vraiment incroyable. Souleymane. Oui, moi, j'ai aimé parce que au village, là, je suis là et puis avec les enfants, je l'apprends, danser, donc. J'étais content, même parce que là-bas, il n'y a pas de dérangement et puis c'est calme. Est-ce que le fait d'avoir dansé pour ce film des choses différentes de ce que vous dansiez avant, est-ce que ça va modifier votre manière de danser? Oui. Bon. Un peu, ça a modifié parce que la danse... Oui, parce que maintenant, tu as créé, depuis le film, il a créé un groupe. Ils sont 3 maintenant. Oui, en fait, quand j'ai retourné, j'ai créé un groupe. On est 3 personnes. Bon, on a créé. C'est que même nous, moi-même, je danse. La manière je danse, j'ai créé la danse. Vous êtes devenu non seulement danseur, mais chorégraphe. C'est ce qu'on a fait dans la film. Comme je suis retourné maintenant, j'ai créé une création en moi-même maintenant. Vous savez que vous aurez le droit de danser ce soir sur le tapis rouge. Bon, on verra. Voilà. Merci beaucoup et merci et bravo à vous pour ce très beau film. Merci beaucoup. Ouais. Merci.